France Info. Après les locations d'appartements entre particuliers, voici les locations de piscines entre particuliers. Une plateforme lancée l'an dernier sur le modèle d'Airbnb est en plein essor. Ça s'appelle Swimmy. Des propriétaires louent leurs piscines dans leur jardin. Exemple, à Céris en Seine-et-Marne, Alexandre Berthaud. Ses cheveux mouillés plaqués contre le front, un coup de soleil apparent. Au-dessus du short de bain camouflage, Aurélien fête son anniversaire. Non, j'habite dans un appartement à Paris. J'ai pas la place, j'ai pas de jardin, j'ai pas de piscine, j'ai rien. J'avais envie de faire une après-midi dans une piscine, du coup j'ai checké sur internet, j'ai tapé piscine à louer et puis je suis tombé sur le truc et voilà. Autour de la piscine, ils sont une douzaine à profiter de la fraîcheur de l'eau sous ce soleil d'été. Je me suis dit que c'était plus sympa qu'un bar. Ça coûte pas tellement moins cher, mais un peu quand même. Facture d'environ 500 € pour l'après-midi. La piscine appartient à Stella et Hervé. Ils ne connaissent pas Aurélien du tout. Nous sommes à Céris, 45 minutes en voiture de Paris. Ils sont installés depuis 5 ans. Piscine vendue avec maison et coût d'entretien non négligeable. Il y a des produits, il faut vider la piscine, remettre de l'eau. Voilà. Ça coûte quand même un peu d'argent. Ouais. Vous avez estimé On en a pour à peu près 2000 € par an, quoi. Quand ils entendent parler de Swimmy, forcément, le couple fonce à 27 € par personne la mi-journée. On rentre vite dans ses frais. Grâce à ça, par exemple, cette année, on a mis une pompe à chaleur dans la piscine. Donc maintenant, la piscine est chauffée, ce qui n'était pas au début de la saison. À l'extérieur, les fêtards sont aussi satisfaits. C'est loin, mais c'est bien. Mathias, pas refroidi par l'heure et demie de RER. À Paris, en fait, on a rarement le choix. C'est soit un bar, soit un parc, et on doit partir très tôt. En fait, c'est vrai que c'est peut-être le seul format sans inconvénient. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Ce jour-là, les locataires sont plutôt calmes. Ce n'est pas toujours le cas, raconte Stella. C'était vraiment très très fort. Là, ils étaient venus avec un DJ, puis la table de mixage et les grosses enceintes, et enfin le truc de... Voilà, on leur a dit 3 fois de descendre un peu la musique à cause des voisins. Des jeunes en majorité, mais aussi des allergiques de la piscine municipale. Beaucoup de gens qui ne veulent pas aller à la piscine pour des raisons d'intimité, qui ne veulent pas se mettre en maillot de bain. Et ça, c'est la semaine. Dans l'ensemble, le couple recommande l'expérience, même si quand on loue sa piscine, on en profite beaucoup moins. Cet été de canicule a parfois été frustrant pour Stella et Hervé. Alexandre Berthaud pour France Info. Sur ce site Swimmy, près de 600 piscines sont allouées en France. 16 000 utilisateurs en ont profité d'après les chiffres de la plateforme. Un service qui a donc trouvé une cible et c'est loin d'être un phénomène isolé. Pour en parler avec nous, l'économiste Grégoire Leclerc, cofondateur de l'Observatoire de l'Ubérisation, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur avec Denis Jacquet de Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien, avec un point d'interrogation dans le titre, je le précise, c'est important, oui, c'est important. Aux éditions d'Uno. D'abord, rappelons tout simplement ce qu'est l'ubérisation. C'est le nom de l'entreprise Uber qui faisait de particuliers des concurrents de chauffeurs de taxi, c'est bien ça? Alors oui, l'ubérisation est née de l'entreprise Uber. C'est un phénomène très large, très vaste, qui va de l'économie collaborative à l'économie de service à la demande, qui met en relation, en général via de la technologie, comme c'est le cas avec les piscines qu'on a vues tout à l'heure, des actifs, c'est-à-dire une piscine, une place de voiture pour le covoiturage, un appartement pour Airbnb, un service de chauffeur pour Uber ou chauffeur privé, avec des gens qui en ont besoin, des consommateurs comme vous et moi qui avons besoin de consommer, de vivre une expérience différente de celle qu'on vivrait dans l'économie classique. Et on a l'impression que c'est un modèle économique sans limite, sans fin. On pourrait louer une cuisine, un jardin, un barbecue, n'importe quoi. Alors, il faut faire attention. C'est un phénomène économique qui est certainement extrêmement dynamique, qui n'a pas trouvé sa limite aujourd'hui. On est d'accord, on peut aller très loin et sans doute que tout n'a pas été exploré. On le voit autour du monde du loisir, du monde du voyage, du monde du transport, du monde de la sécurité, du monde du médecin. Donc ça peut aller très très loin. Il y aura une limite un jour parce que, et on en parlera un peu tout à l'heure, l'ubérisation pose aussi un certain nombre de questions, notamment des questions fiscales, où vont tous ces revenus, des questions de sécurité, des questions d'hygiène, des questions de concurrence. Et donc forcément, c'est un phénomène qui va être appelé dans les années et les mois qui viennent à être nécessairement limité. Il y a déjà d'ailleurs des chauffeurs de VTC qui s'organisent avec des grèves qui éclatent régulièrement, des livreurs de repas également. Est-ce que on est devant des auto-entrepreneurs indépendants ou est-ce qu'on est plutôt face à de nouvelles corporations organisées qui sont en train de naître ? Alors non, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de corporations organisées. Effectivement, aujourd'hui, la plupart des actifs qui vivent sur ces plateformes sont auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs. Ils ont plutôt du mal et une certaine difficulté à se structurer, à s'organiser pour faire entendre leur voix. De l'autre côté, on a des plateformes qui sont plus ou moins matures, plus ou moins prêtes à entendre les réclamations de tous ces actifs
et de tous ces particuliers qui louent des biens ou des services sur une plateforme. Donc ça a besoin de se construire. Pour l'instant, rien n'est encore acté. Ce qui est sûr, c'est que les questions sont nombreuses, les questions qui sont posées par ce phénomène sont nombreuses, et notamment la question de la concurrence. Les taxis ont été les premiers à s'en plaindre. Aujourd'hui, sans doute que le service public va s'en plaindre parce que les gens n'iront plus à la piscine municipale autant qu'hier. Il y a toute une question de remise en cause de tout un tas d'acteurs économiques qui forcément se fait dans la douleur. Vous parliez, oui, de tous ces exemples de villes parfois qui résistent. Barcelone, par exemple, vis-à-vis d'Airbnb. En France, Paris a décidé de passer des accords avec Airbnb et Century 21, par exemple, le réseau d'agences immobilières. C'est quoi la logique en France? C'est de réguler plutôt que d'interdire? C'est donc d'accompagner? Alors, je pense que c'est effectivement la grande ligne que en gros, les pouvoirs publics, alors bien sûr, c'est un peu global, toutes les villes ne réagissent pas pareil, hein. Et de manière générale, en France, on est plutôt en train de se dire, attention, on a affaire à un phénomène économique qui est très dynamique, qui crée de manière très claire et de manière indéniable beaucoup d'emplois, alors que ce soit d'ailleurs des revenus d'auto-entrepreneurs ou des emplois de salariés. Donc il ne s'agit pas de briser ce phénomène, de casser le dynamisme de ce phénomène, mais plutôt de le réguler. Alors pour cela, effectivement, on a des accords qui sont signés avec des villes, on a des accords qui sont signés avec des corporations, on a des accords qui sont signés avec certains syndicats, on a des améliorations qui sont votées dans la loi. Il y en a une qui a été votée il y a 15 jours dans la dernière loi de Muriel Pénicaud, justement sur la protection sociale des indépendants de plateforme. Et justement, est-ce que la loi a suivi? Est-ce qu'aujourd'hui on est toujours face à une forme de Far West législatif ou est-ce que ça y est, c'est à peu près régulier cette économie en France? Eh ben justement, parce qu'on a plutôt des pouvoirs publics à l'écoute, on est assez fiers d'ailleurs de pouvoir le dire. La France, c'est plutôt office d'exemple en matière de régulation de l'économie collaborative et de l'économie de plateforme. On est clairement en Europe et je pense sans doute dans le monde un des pays les plus en avance en termes législatifs et en termes réglementaires pour justement apporter des corrections et des règles, des contraintes à cette économie-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été votées, certaines qui sont passées inaperçues. Il y a beaucoup de choses dans le règlement aussi. On n'est pas obligé de passer par la loi à chaque fois, hein, ça peut se faire par le règlement. Il y a beaucoup de choses qui ont été discutées avec les plateformes, qui ont été discutées au niveau fiscalité, parce que le revenu du particulier qui loue sa piscine, de celui qui assoit des personnes dans son blablacar, ou de celui d'ailleurs qui loue son chalet de vacances, sont des revenus qui ne doivent pas échapper à la fiscalité non plus. Et sur tous ces points-là, on a beaucoup progressé. On peut être fier parce qu'on est un pays quand même très en avance par rapport à beaucoup d'autres. Merci à vous, Grégoire Leclerc, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation et co-auteur de Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien, avec un point d'interrogation, je le précise, aux éditions